Jérôme Fourquet est analyste politique, expert en géographie électorale, directeur du département Opinion à l'IFOP. Il est auteur de l'Archipel français en 2019. Jeudi 4 novembre 2021, il était invité à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son livre aux éditions du Seuil, intitulé « La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie ». Bonne écoute. Bonsoir à tous et à toutes d'être venus. Merci à Jérôme Fourquet de venir à la librairie pour présenter donc son dernier ouvrage, La France sous nos yeux, avec le sous-titre aussi important, Économie, paysage et nouveaux modes de vie. Ouvrage écrit en collaboration avec Jean-Laurent Casselli. Alors, je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en géographie électorale, et directeur du département Opinion à l'IFOP. Et Jean-Laurent Casselli est journaliste notamment à l'Express et surtout sur l'excellent site slate.fr. Il est essayiste et spécialiste des modes de vie et des questions territoriales. Donc, lorsque j'ai refermé l'ouvrage, après l'avoir lu, je me suis dit que le temps était passé très vite, notamment pour, comme on dit, le senior que je suis. Et qu'ai-je entrevu au fond de ces bouleversements dont effectivement chacun se rend compte, mais peut-être de manière parcellaire, lorsqu'on se déplace, les entrepôts, les Jiffy, les Carrefour, les Leclerc, mais aussi les boucheries halal, les boutiques véganes, mais aussi les Buffalo Grill et bien d'autres. Et je dirais que, en plus, on observe que du point de vue alimentaire, on en reparlera, la blanquette de veau quand même un peu et le steak frites sont très, je dirais, concurrencés. Challengés, on dit en bon français. Oui, par les sushis, les kebabs, les tacos, et puis il y a un tacos français en plus. Et donc vous évoquez tout ce patchwork qui fait que nous sommes rentrés, je serais tenté de dire, dans une grande métamorphose. Métamorphose tous azimuts, très profonde. Vous dépeignez une France dans laquelle on vit aujourd'hui et qui est passée d'une économie centrée sur la production à une économie centrée en gros sur la consommation, le tourisme et le loisir. Alors tout n'a pas disparu, évidemment. Vous parlez de l'agriculture, mais enfin, et vous citez Henri Mandras notamment, on est passé de la fin des paysans peut-être à la fin de l'agriculture. Les choses se réduisent petit à petit. Et un peu comme ces choses qui se réduisent, les classes sociales ne sont plus tout à fait les mêmes, effectivement. Les syndicats, les pratiques associatives, vous le montrez bien, les pratiques culturelles se sont affaissées quelque part. Et donc, vous montrez, vous évoquez donc tout ce patchwork, y compris spirituel d'ailleurs. La poussée des évangélistes aujourd'hui, les cultures psy, la place du yoga, le chamanisme aussi. Et donc, bien entendu, tout ceci a des conséquences importantes sur les comportements politiques, sur les paysages et sur la formation du territoire. Et vous réhabilitez aussi, à travers cet ouvrage, la méthode cartographique et vous renouez peut-être avec certaines écoles de pensée. Je pense à l'école des Annales, notamment, aux écrits de Roland Barthes, on se souvient de Roland Barthes et du steak frites, si je puis dire, à la géographie politique d'André Siegfried, notamment, et puis à cette démarche que vous avez peut-être eue avec Jean-Laurent, qui renoue avec le Tour de France de deux enfants. Là, c'est le Tour de France de deux quadras, en quelque sorte. Mais, et donc, pour débuter cette conversation, je dirais
quand est-ce que cette grande métamorphose prend-elle son essor? Et je serais tenté de dire, que reste-t-il de nos souvenirs? Merci Jérôme Fourguet. Merci à vous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci de l'intérêt pour ce livre et ses travaux. Donc, quand nous nous sommes lancés dans cette aventure avec Jean-Laurent Casselli, l'objectif était double. D'une part, essayer de retracer, comme sur une fresque, les 40 dernières années que nous avons vécues, en gros du milieu des années 80 à nos jours, marquées par des mutations, des bouleversements sans précédent, ce que nous avons appelé dans le livre la grande métamorphose. Et on reviendra sur les différentes modalités de ces transformations. Et puis, de l'autre, essayer de dresser un panorama assez exhaustif, alors c'était ambitieux, assez exhaustif de ce qui est sorti de cette métamorphose, ce qui est sorti du cocon. Et c'est ce que nous avons appelé la France d'après. On a hésité un moment à essayer d'appeler, on voulait appeler le livre La France d'après, mais l'éditeur a dit ça va faire après Covid. Bon. Donc voilà, mais vous verrez dans le livre, on parle beaucoup de France d'après. Et donc c'est cette France dans laquelle nous vivons, cette France que nous avons sous les yeux. Et c'est cette métamorphose qu'on a vu passer sous nos yeux, pour les plus anciens d'entre nous, que nous avons voulu raconter. On commence ce livre en se préoccupant ou en s'intéressant d'abord aux transformations économiques, puisqu'on considère qu'elles ont entraîné énormément de conséquences, à la fois sur, vous l'avez dit, le profil des catégories sociales. Les catégories populaires n'ont pas disparu, mais aujourd'hui, le cariste a remplacé l'ouvrier à la chaîne, le chauffeur routier a remplacé le cheminot, etc., etc. Ces mutations économiques ont également engendré énormément de transformations de nos paysages, et on a eu à cœur d'apporter à la fois cette démarche cartographique, mais aussi de faire beaucoup de monographies sur des territoires, un peu comme des reportages, pour essayer de donner à voir aux lecteurs ces transformations. Donc, pour répondre à votre question, on fait commencer ce récit au début, milieu des années 80. Mais s'il fallait retenir, il n'y a pas de datation au carbone 14, mais un moment emblématique du basculement de cette économie de la production vers l'économie centrée sur la consommation, le tourisme et les loisirs, on pourrait prendre comme but témoin, comme point de bascule, le printemps 1992. Alors, je vais vous faire on va utiliser une référence qui est très francilienne, mais qui va parler à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est-il passé au printemps 92 ? Alors, petite parenthèse, on est quelques mois avant le référendum de Maastricht, qui là déjà, moi j'étais jeune étudiant, j'avais regardé les cartes électorales du référendum, on s'était dit, ça ressemble pas à ce qu'on a appris dans nos manuels, là, la carte qui est sortie, elle est un peu bizarre. Bon, je referme la parenthèse. Mais donc, c'était le début de quelque chose. Et donc, le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de l'usine Renault-Billancourt, qui, pendant des décennies, a été le symbole, s'il en est, de la citadelle ouvrière. 31 mars 1992. Il restait encore 3000 employés. Ça avait beaucoup décliné, mais ça fonctionnait encore. Et 12 jours plus tard, le 12 avril 1992, c'est l'inauguration de Disneyland Paris, à quelques dizaines de kilomètres. Et donc là, on est passé d'un monde à un autre. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, Disney, mais ça ne l'est pas du tout. Il faut savoir que c'est la première destination touristique européenne, donc française. Hors période de Covid, il y a 16 000 employés chez Disney, donc c'est... On va faire la concurrence avec Toulouse, mais c'est Airbus, mais c'est le premier employeur monosite de France, Disney. Et quand dans cette campagne électorale, il est beaucoup question d'identité, de culture française, on peut se dire, qu'est-ce qu'une identité ? C'est en partie des références communes, des moments partagés, des passages obligés. Et si vous vous intéressez à la population qui est âgée de moins de 35 ans, donc qui a grandi dans cette France d'après, et qui est née donc juste après ou juste avant l'ouverture de Disney, eh bien, cette population française de moins de 35 ans, pour les 3/4 d'entre elles,
a déjà effectué le pèlerinage de Disney. Il y a 75% des moins de 35 ans qui, une fois dans leur vie, sont allés chez Disney. Qu'on habite à Toulouse, à Brest, ou à Montpellier, ou à Nice, c'est pas uniquement le grand bassin parisien, 3/4 d'une classe d'âge a été chez Disney. Donc là, on voit bien qu'on est passé à autre chose. Vous verrez, pour ceux que ça intéresse, dans le livre, dire, bon, il est gentil, il nous parle de désindustrialisation, mais c'est pas un scoop. Bon. Sauf que on a une espèce d'image rétinienne comme ça, collectivement ancrée dans nos têtes, qui fait que quand on parle de désindustrialisation, on est à la fin des années 70, début des années 80, donc c'est les charbonnages, c'est la sidérurgie en Lorraine, c'est le textile dans le Nord, c'est la navale sur nos côtes. Et on dit, bon voilà, c'était un monde qui s'est terminé, et puis on est passé à autre chose. Bon. Sauf que cette désindustrialisation, elle ne s'est jamais interrompue depuis. Et comme dans l'univers de la sidérurgie, on parlait de couler en continu, en fait, là, il y a une saignée en continu depuis ces années-là. Donc en 1980, l'industrie, c'est 25%, un quart du produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à 10%. Si je prends une période de temps plus raccourcie, on remonte juste pas très loin en arrière, en 2008, précédente crise économique, eh bien, entre 2008 et aujourd'hui, il n'y a pas moins de 950 sites industriels de plus de 50 salariés qui ont fermé en France. 950. Donc vous verrez dans le livre, il y a une carte, on dirait un champ de bataille avec des cratères. La France est constellée d'impact. Et donc c'est tout un tissu comme ça qui s'est délité. Et on s'interroge dans un des chapitres sur la question, que reste-t-il quand l'usine a fermé ? C'est à la fois des emplois qui disparaissent, mais aussi des sous-traitants, des paysages, une fierté, parce qu'on produisait des choses, des sociabilités. Il y avait des liens très forts entre l'usine et la cité ouvrière. La cité HLM, aujourd'hui, il reste les HLM, mais il n'y a plus d'ouvriers dedans. Le maillage associatif, combien de clubs de sport étaient sponsorisés par l'usine. Et donc on cite par exemple une phrase assez sidérante concernant le club de foot de Sochaux, qui s'appelait les Lionceaux, qui a une histoire congénitalement liée à celle de Peugeot, puisqu'ils ont créé le stade qui s'appelait le stade de la Forge, sur le site des usines. Et puis, de fil en aiguille, pour des raisons économiques, on a vendu le club. Et ces dernières années, le club n'allant pas très bien, on a interrogé la directrice de la communication et du sponsoring de PSA, alors qu'il n'y a pas l'accent sochalien, puisqu'elle est espagnole, mais elle est mondialisée. Et on demandait, est-ce que vous ne pourriez pas quand même donner un petit coup de main au club, là, etc. C'était sur Europe 1, elle dit, non, parce qu'on a fait des études de marché, le football véhicule pas les valeurs qu'on veut porter, c'est trop populaire. On a mis tous nos sous sur le tennis, parce qu'on pense que c'est plus en phase avec ce qu'on prétend incarner. Bon. Et donc, quand on connaît un peu l'histoire de ce club, voilà, on voit tous les effets indirects. Alors, certaines villes, on parle notamment dans le livre d'une commune à côté de Marseille, dont est originaire Jean Laurent, la commune de La Ciotat. Elle a su entamer sa mue et sa reconversion. Il y avait la navale là-bas. Aujourd'hui, on répare encore des bateaux. C'est des yachts, c'est plus des méthaniers ou des pétroliers. Mais il y a toute une économie de la plaisance, du tourisme, du bien-être qui s'est développée sur place. Et au bout avec quand même, il ne faut pas nier les difficultés, au bout de 15 ou 20 ans de vache maigre, aujourd'hui, La Ciotat a retrouvé le nombre d'emplois qui était le sien avant la fermeture des chantiers. Mais La Ciotat, j'allais dire bénie des dieux, parce qu'elle n'est pas loin d'une très grande métropole, Marseille. Il fait beau et on est au bord de la mer. Et donc on a pu, dans cette économie des loisirs et du tourisme, avoir d'autres points d'appui ou d'accroche pour pouvoir relancer une activité économique. Cette question se pose dans des termes totalement différents dans de très nombreux territoires que le géographe Christophe Guilluy appelait la France périphérique, où là, il ne fait pas forcément aussi beau qu'à La Ciotat et on est loin de la mer, et où, comme dans la petite ville de Tonnerre, en Bourgogne, et combien d'autres sous-préfectures ou préfectures françaises sont dans cette situation-là aujourd'hui, l'hôpital public et la grande surface du coin sont devenus les deux locomotives économiques et les deux premiers fournisseurs d'emplois
du territoire. Ces territoires sont complètement sous perfusion publique, puisque on a les pensions de retraite des nombreux retraités qui sont versés chaque mois, les salaires des fonctionnaires qui sont souvent les forces vives de la population active, et puis toutes les prestations sociales qui sont versées, soit les minima sociaux, soit les allocations familiales, etc., etc. Et donc tout ça permet d'irriguer un territoire, et donc à la fin, ça tombe dans les caisses de la caisse enregistreuse de la grande surface. Mais donc, on voit bien qu'on est passé totalement à autre chose. Ce qui nous permet aussi de comprendre pourquoi, souvent, eh bien, les résistances sont aussi fortes quand il s'agit de fermer un service hospitalier dans une petite ville, une clinique ou une maternité. C'est à la fois parce que, bien évidemment, de manière très banale, on veut avoir de quoi se faire soigner près de chez soi. C'est aussi un élément de fierté parce que, quand même, nous, on a un hôpital dans notre ville. Bon, voilà. Mais c'est aussi parce que c'est devenu le premier employeur. Et de la même manière que, historiquement, il y avait des dynasties dans les familles ouvrières qui s'étaient construites dans les usines où on faisait rentrer le fiston, le cousin, le neveu. Aujourd'hui, c'est à l'hôpital que ça se passe. Hein. Surtout ceux qui n'ont pas trop de diplôme peuvent être brancardiers, standardistes, aide personnel d'entretien. Et donc, la fermeture d'un hôpital, c'est aussi des perspectives d'emploi qui partent pour tous ces publics. Donc il y a eu cette grande métamorphose avec, là aussi, bon, c'est pas des scoops, mais l'essor de la grande distribution qui a transformé la France en une quarantaine d'années en une gigantesque zone de chalandise. Alors, on va dire, on le savait ça, mais on a été assez saisi quand on s'est replongé dans ce phénomène par la rapidité, excusez-moi, et la brutalité du phénomène. Si on prend, et c'est pas les mastodontes du secteur, si on prend un groupe comme Intermarché, en 1980, ils alignent 310 points de vente en France. Aujourd'hui, ils en ont, je ne les connais pas par cœur, 1850. Donc ils en ont construit 1500 en 40 ans. Et donc ils m'avaient envoyé un livre qui racontait leur épopée entrepreneuriale. Et donc cette phase d'accélération, là, dans les années 80-90, ils appelaient ça la vietnamisation. Bon, je dis, oh, c'est capitaliste qui rend hommage à Ho Chi Minh, c'est bizarre. Et en fait, pourquoi ils appellent ça la vietnamisation ? Eh bien, un peu comme Ho Chi Minh, ils ont maillé le territoire, et un peu comme Ho Chi Minh, puisque c'est Intermarché, ils avaient contourné les grandes villes, ils avaient laissé les métropoles comme Toulouse à Leclerc, Carrefour. Nous, on va faire toutes les sous-préfectures, les chefs-lieux de canton. Et pendant cette période intense de vietnamisation, pendant 10 ans, ils ont inauguré 2 magasins par semaine, pendant 10 ans. Vous voyez la puissance du phénomène. Donc ça a redessiné complètement nos entrées et nos sorties de ville, avec comme navire amiral ces grandes surfaces. Et puis avec une dizaine d'années d'écart, ces zones commerciales sont aussi devenues des zones récréatives et de loisirs, avec l'arrivée d'un autre bâtiment très iconique de notre France d'après, qui est le multiplex, le fameux cinéma multiplex, 15, 20, 30 salles, suivi par le bowling, le laser game, etc., etc. Et donc maintenant, on y va faire ses courses, on y va aussi se divertir, et ces zones commerciales sont devenues le cœur battant de notre économie, et sans doute aussi le cœur battant de notre société. C'est d'ailleurs pas un hasard si, quand le mouvement des Gilets jaunes s'est déclenché, qui pour nous, on en parle beaucoup dans ce livre, est un moment quand même assez marquant et fondateur, eh bien c'est précisément dans ces zones que ces personnes se sont pour l'essentiel retrouvées. Vous savez, quand le 17 novembre 2018, il y a des appels sur Facebook, souvent c'était rendez-vous sur le rond-point de McDo, sur le parking de Super U, etc., etc. C'est aussi des publics qui travaillent souvent dans ces zones, le cariste, la caissière, etc., etc. Et donc c'est toute cette culture, tout cet univers qui s'est créé sous nos yeux, encore une fois, sans qu'on y prenne vraiment garde. Alors, il n'y a pas de pensée machiavélique ou complotiste dans tout ça. Il y a des lois du marché, il y a des préférences aussi qui se sont mises en place. Et tout ça a été accompagné parce que beaucoup de nos élites communiaient dans l'idée,
assez répandue que c'était un peu la loi historique de l'évolution. Vous savez, on a appris à l'école qu'il y avait le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc le primaire, on grattait la terre pour faire pousser des choses ou pour aller chercher du charbon. Donc c'était le stade quand même assez peu développé. Après le secteur secondaire, on façonnait la matière. Et puis le secteur tertiaire, on la vendait, on la sublimait, etc., etc. Donc c'était normal que comme Andras l'avait montré, on avait dit adieu à nos paysans, eh bien on dise aussi adieu aux ouvriers, puisque, et vous en êtes une preuve assez marquante avec AZF. Il y avait eu un adieu au prolétariat. Il y a un adieu au prolétariat, et en disant, bon voilà, mais il n'y a pas de problème, on va remplacer tout ça par les zones commerciales, les multiplexes, les centres de loisirs, etc., etc. Sauf que c'est la logistique, hein, on a tout un chapitre sur la France Amazon, comment là aussi Amazon a redessiné la France, puisqu'historiquement l'industrie s'est implantée là où il y avait soit des matières premières, donc les bassins charbonniers, ou les zones d'extraction des minerais, ou à proximité des axes ferroviaires, bon, ou des voies d'eau avec les canaux, etc. Aujourd'hui, Amazon et toute la France de la logistique, ils ont deux objectifs. C'est un, être au plus près des concentrations de population, des consommateurs, donc c'est la zone de chalandise, et deux, être sur les axes autoroutiers, puisque le camion a remplacé le rail, et donc les vieilles cités cheminotes sont en train de dépérir au profit de nœuds autoroutiers de périphérie où surgissent, semaine après semaine, des centaines et des centaines de grands entrepôts. Alors tout ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, a aussi des conséquences sociologiques et des conséquences politiques. On prend par exemple le bassin de l'agglomération d'Amiens, où à quelques kilomètres d'écart, vous avez Longo, qui est une vieille cité cheminote, où on a un maire communiste depuis le Front populaire quasiment jusqu'à maintenant, où Jean-Luc Mélenchon fait des très bons scores. Et puis à 10 ou 15 kilomètres, une autre commune qui s'appelle Boves, où là, Amazon a implanté un énorme centre, où Jean-Luc Mélenchon est un peu plus en difficulté. Et là, c'est le Rassemblement national qui prospère. Et donc, voilà, on voit bien, sans être déterministe, que les activités économiques génèrent à la fois des paysages, mais aussi des sociologies, des imaginaires et des cultures politiques. Tout à fait, oui. Alors, à travers ce panorama, effectivement, ensuite, vous définissez ce que vous appelez la France AAA et la France backstage. Voilà. Alors, Alors, voilà. La première mutation, donc on n'y revient pas, c'est ce passage d'une économie de la production à une économie de la consommation, du tourisme et des loisirs. Et une des conséquences de tout cela, c'est la nouvelle carte de France, dans tous les sens du terme. On a redistribué les cartes, avec une nouvelle hiérarchie en termes de désirabilité. Et donc, grâce à un géographe de génie qui nous a accompagnés, Mathieu Garnier, on a pu objectiver cette inégale désirabilité des territoires français. Vous savez que toutes les communes de France, les 35 000, n'ont pas un office du tourisme. Mais, je vous l'apprends peut-être, mais à mon avis, vous y êtes déjà allé voir, elles ont toute une page sur Wikipédia. Et donc, Mathieu Garnier est allé requêter sur 10 ans le nombre de consultations de chacune des pages des communes françaises, qu'il a ensuite, régression statistique, je ne me lance pas dans le modèle, c'est lui qui maîtrise, paramétrer tout ça en fonction de la taille de la population dans la commune en question, en disant c'est normal que des communes très importantes soient plus requêtées, comme on dit en bon français, sur Wiki que d'autres. Et donc il a reparamétré tout ça. Et donc on a ensuite cartographié la France AAA, celle qu'on requête pour aller s'y installer, pour y partir en vacances, pour aller passer un week-end. Ce qu'on pourrait appeler, ça a été beaucoup le cas pendant le premier confinement, quand les Parisiens, il paraît certains Toulousains, des Bordelais sont partis se mettre au vert et envoyer à leurs amis des images sur les réseaux sociaux en disant voilà, je suis en train de travailler depuis ma terrasse ou au bord de ma piscine. Donc il y a cette France instagrammable, cette France désirable, cette France qui brille.
Et puis il y a la France de l'ombre, la France backstage, dans la coulisse, où habitent ces salariés de la logistique, où sont implantés ces entrepôts, où se situent encore ces zones agricoles en déshérence, les vieux bassins industriels, les zones pavillonnaires pas forcément très prisées en périphérie de toutes nos villes. Et donc on a cette carte de l'inégale désirabilité, avec, à la clé bien sûr, ce qu'on pourrait appeler une lutte des places, puisque aujourd'hui, une grande partie de notre activité consiste à se loger, déménager, trouver un endroit sympa, et puis donc du coup la main invisible du marché se mêle de tout ça, et il y a une métrique implacable, c'est le prix du mètre carré, en fait, qui vous dit beaucoup. Voilà. Et tout le monde sait de manière très précise, dans une ville, dans un quartier ou dans une zone rurale ou périurbaine, s'il est plutôt dans la France AAA ou plutôt dans le backstage. Hein. Et donc ça joue énormément, avec des phénomènes de zones de report, c'est-à-dire typiquement ici à Toulouse, a fortiori à Paris, des ménages qui peuvent se mettre dans le cœur de la métropole, là où c'est le plus sympa, alors soit parce qu'ils ont beaucoup de sous, soit parce qu'ils ont un certain âge et ils sont devenus propriétaires, et puis d'autres qui voudraient, parce que c'est quand même sympa, mais qui peuvent point, et donc qui se reportent sur les zones un cran ou deux crans en dessous. Et donc c'est comme ça qu'on explique la gentrification. Hein, donc on a tout un chapitre sur Pantin, par exemple, ou Montreuil, où c'est des jeunes bobos qui arrivent un peu après les premières vagues et qui peuvent plus accéder aux arrondissements de l'Est parisien. Et donc on s'est reporté sur les morceaux, j'allais dire, comestibles, avec 36 guillemets, ou valorisés de l'approche banlieue parisienne. Donc Pantin, et donc il y a tout un marketing territorial autour de Pantin, pour ceux qui connaissent. Là aussi, il reste un patrimoine qui trahit l'histoire ouvrière, et donc ils ont fait des parallèles avec Manhattan et Brooklyn, plus exactement, Brooklyn, avec des lofts, avec construction en briques, des poutres métalliques. Donc tout ça, ça vaut très cher aujourd'hui. Et puis il y a le Pantin moins désirable, avec ces cités HLM, problèmes de trafic de drogue, problèmes d'immigration et d'islamisme, etc., etc. Donc il y a toute cette France qui s'est redessinée selon cette inégale désirabilité, avec également, au sein des zones désirables, des effets de mode. Et donc on voit par exemple que pendant très longtemps, le Luberon et la Côte d'Azur étaient au top du top. C'est Biarritz. Et aujourd'hui, ça a un peu pâli, hein, même si vous avez une maison là-bas, c'est quand même sympa et ça vaut encore un peu de sous. Mais le nec plus ultra aujourd'hui, c'est Biarritz, c'est la Côte Basque. Hein, sur le front de la coolitude et de la branchitude, là, aujourd'hui, Biarritz a enfoncé Saint-Tropez sans problème. Et Jean-Laurent Casselli, avec sa sagacité légendaire, avait repéré pas mal d'articles ou de commentaires qui étaient sortis à la rentrée 2020 ou 2019, je ne sais plus, dans un chapitre qu'il appelle le TGV des influenceurs. Donc c'est l'histoire du TGV Biarritz-Paris, le 30 août, on rentre de vacances. Et puis, bon, ça arrive parfois à la SNCF, il y a une grosse panne. Et donc, il y a 2 TGV qui sont en rade pendant toute une nuit. Sauf que toute la France est au courant de ces avatars, puisque il y a beaucoup d'influenceurs dans ces TGV. Et le lendemain, le JT de France 2 ouvre là-dessus. JT qui est présenté par Anne-Sophie Lapix, qui est originaire de Biarritz et qui était dans le train des influenceurs. La cote de Biarritz a été encore rehaussée au moment du Covid, avec cet engouement très fort pour le littoral basque. Alors à la fois des Parisiens, ils sont responsables de tout, mais aussi sans doute de Toulousains, de Bordelais ou d'autres qui viennent s'installer. Et là aussi, la lutte des places est en œuvre. Nous avons une carte dans le livre qui montre que sur toutes les communes du littoral basque, les Basques sont minoritaires. Alors, ça ne va pas sans poser de problème. Il y a des débats. Il y a des tensions. Alors, historiquement, ce genre de débat était réservé aux Corses, qui ont mis dans leur débat public la question du statut de résident. Il n'y a qu'à faire sauter quelques maisons. Voilà, mais ne donnez pas d'idées, peut-être que certains les ont eues déjà. Donc le statut de résident, c'est dire, bon, bah, maintenant, vu la pression immobilière, il faut pouvoir justifier d'au minimum 1 ou 2 ans de résidence en Corse pour pouvoir se porter acquéreur d'un bien. Parce que
tous les jeunes qui rentrent sur le marché du travail et sur le marché immobilier, bien qu'étant natifs, sont blackboulés à chaque fois par des étrangers, des non-insulaires qui ont un pouvoir d'achat énorme. Bon, le même problème se pose aujourd'hui sur la côte basque et depuis quelques années sur le littoral breton également. Et là aussi, le Covid est passé par là. Donc le Covid, c'est pas le monde d'avant, le monde d'après. Le Covid a juste fait office d'un énorme accélérateur de beaucoup de tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Et donc on est là-dessus. Donc il y a cette inégale désirabilité. Et si on reste un instant sur la question du logement, vous avez vu qu'il y a une polémique récente avec la ministre du Logement, J'allais y venir. Emmanuelle Wargon, qui, à la fin d'un colloque, nous indique que le modèle de la maison individuelle avec jardin est une impasse écologique et un non-sens économique et social. Bon. Nous, dans le livre, on a un chapitre entier qu'on a appelé... Plaza majoritaire. Voilà, l'idéal plaza majoritaire. Donc on rend hommage aux grands auteurs. Et donc c'est un hommage à l'agent immobilier le plus célèbre de France. Alors, c'était pas uniquement pour faire rire le public, c'était aussi pour montrer la place tout à fait centrale qu'occupe aujourd'hui la question immobilière dans les préoccupations des Français. Hormis les talents de ce monsieur, si ça fait plus de 10 ans qu'il est à l'antenne avec des audiences faramineuses, c'est parce que il touche un point sensible qui passionne et intéresse beaucoup les Français. Aujourd'hui, d'après les statistiques, on a 56% de la population qui vit en maison. Alors, vous en avez ici, dans le centre de Toulouse, un certain nombre, plus ou moins grande, avec ou sans jardin, mitoyenne ou non, mais 56%. Mais donc, le modèle Plaza est majoritaire dans les faits. Mais dans les têtes, il a encore bien davantage, puisque quand on demande aux Français, dans l'idéal, vous voudriez habiter dans quoi ? C'est plus de 75% des Français qui disent c'est la maison. Bon. Et ça c'était avant le Covid. Donc là, vous pouvez, petite correction de sondeur, en remettre 5-10 points, là, parce que ça. Voilà. Et regardez ce qui se passe ici dans votre agglomération, sur les prix intramuros, si je puis dire, et puis les prix dans les premières, deuxième, troisième couronnes, où la tension immobilière s'est faite encore plus forte. Et donc, la ministre peut être dans son rôle, un peu d'éclaireuse ou de vigie, en disant oui, en termes de transition écologique, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, ce modèle plaza majoritaire, il est très fortement ancré dans les têtes. Et il est d'autant plus puissant que, comme dans les émissions de Plaza, ça commence du petit pavillon, ça me suffit, jusqu'à l'énorme masse provençale avec piscine. Et donc, tout ça, il y a toute une gamme de produits. On parle du masse provençal. On va faire une petite parenthèse qui parlera sans doute aux gens de Toulouse que vous êtes. Je pense même que la ministre a un temps de retard dans son diagnostic et son analyse, puisqu'elle dit la maison avec jardin. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Toulouse en avion, c'est maison, jardin et piscine. Hein. C'est fromage et dessert. Alors vous verrez, on a une carte magnifique, encore dessinée par Mathieu Garnier, sur la France des piscines. Hein, donc tout est bleu au sud, là, et puis réchauffement climatique aidant... La piscine va franchir le nord de la Loire bientôt. Et il faut savoir que la France est le deuxième pays au monde en termes de nombre de piscines individuelles après les États-Unis. Et là encore, réchauffement climatique aidant. Voilà. Alors tout ça produit des effets économiques. Le pisciniste des Joyaux, il est leader mondial parce qu'il a un marché domestique qui marche très très bien. De la même manière que le passage de l'économie de la pêche sur nos littoraux à l'économie de la plaisance. En un chapitre, il dit comment la Belle-Îloise et Beneteau, Armor-Lux ont colonisé les ports de pêche. Eh bien, aujourd'hui, Beneteau, c'est le leader mondial des navires de plaisance. Hein, parce qu'on a toute une économie domestique. Et donc, c'est des phénomènes qui existent partout en Occident, mais on a quand même certaines caractéristiques assez prononcées chez nous. Dans la piscine, si je puis dire. Et donc, on voit aussi, vous montrez bien que tout ça redessine donc la campagne aussi, avec à la fois
les nouvelles vagues néo-rurales et donc le rapport avec les anciens, si je puis dire. Et par ailleurs, ça redessine aussi, ça renvoie à la question de l'esthétique du paysage aujourd'hui et la façon dont ce paysage va se mailler avec le reste de l'activité économique, car ça donne lieu aussi à de nouvelles activités, quelque part. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez fascinant quand on s'est plongé dans tout ça, qu'on a regardé les cartes, c'est de voir comment tous ces phénomènes sont souvent très enchevêtrés territorialement. C'est-à-dire que sur une même commune ou un même territoire, on a souvent des manifestations des différentes tendances. C'est notamment le cas dans le sud de la France, où, parce que vous parliez des néo-ruraux, il y a assez peu de néo-ruraux en Picardie, des écolieux ou des Pierre Rabhi dans les Vosges. Bon, il fait un peu trop froid. Par contre, dans la Drôme, en Ariège, en Aveyron, dans le Gers, ça marche mieux. Donc on s'est intéressé notamment au département de la Drôme, qui est schématiquement coupé en deux. Donc vous avez toute la façade ouest du département qui est constituée par le couloir rhodanien. Donc là, on est en plein dans cet écosystème de la logistique, de la France pavillonnaire, des zones commerciales. Amazon a un gros dépôt à Montélimar. Il y a les autoroutes, il y a 2 centrales nucléaires, énormément de zones pavillonnaires, zones commerciales. Donc très fort foyer gilets jaunes, bloquer tous les péages, etc., etc. Et puis, vous avez une autre Drôme, plus à l'est, au sud-est de la Drôme, qui, sur les cartes de l'INSEE, en termes de niveau de vie, pas forcément mieux loti ou moins bien loti que l'autre. Mais notre œil avait été attiré par le fait que le couloir votait très fortement pour le Rassemblement national, quand le sud-est votait très fortement écolo. Et donc, il y a dans cet endroit une initiative qui s'appelle la Biovallée, qui est un rassemblement de communautés de communes, qui ont décidé, c'est à la plus vaste échelle en France, à ma connaissance, d'engager une démarche commune de transition écologique, avec 25% des emplois locaux qui sont dans l'économie sociale et solidaire, avec, pour les amateurs, il y a la Blanquette de Die, donc il y a une grande coopérative viticole, il y a plus de 200 vignerons, ils sont tous en bio. Comme il fait beau, et c'est un certain terroir, on y pratique depuis longtemps l'arboriculture, le maraîchage, la culture aussi de plantes pour la parfumerie. Donc c'est des types d'activités qui se prêtent pas mal au bio, un peu plus que le blé dans la Beauce ou les cochons en Bretagne. Et donc il y a eu ces arrivées de néo-ruraux après 68, mais à flux continu. Aujourd'hui, je pense que ça fait partie des meilleures ventes des ombres blanches. Si vous regardez tout le rayon sur la collapsologie, ou autres, eh bien Pablo Servigne, etc. Ils sont tous localisés là-bas, dans cette Biovallée. Et donc, on a 2 regards différents sur le territoire. Et ce Pablo Servigne avait donné une interview très intéressante dans Le Monde. Et à un moment, on l'interrogeait sur sa jeunesse. Il disait, voilà, moi j'ai grandi en Île-de-France, là, en périphérie. Et quand j'y repense, mon univers, ma jeunesse, c'était le triptyque télé, bagnole, Nutella. Bon. On est beaucoup à avoir eu le même, et c'est pas grave. Et lui, il a rompu avec tout ça en disant on va dans le mur, il faut faire autre chose. Bon. Et donc, beaucoup de gens qui habitent dans cette Drôme-là sont en rupture avec ça, alors que beaucoup de ceux qui sont sur le couloir, eux, ils sont encore là-dedans. Sauf que madame est aide à domicile, monsieur est cariste, chauffeur routier, et une fois qu'on a fait construire, qu'il faut mettre l'essence dans le Duster et la Dacia, et ben, une fois qu'on a tout payé, il ne reste rien. Et on a beaucoup insisté sur la question des modes de vie et de la consommation, parce qu'on considère que c'est à la fois très parlant pour raconter ce qui se passe dans le pays, mais c'est aussi parce qu'on avait la conviction, et tout ça nous est arrivé aux yeux au moment de la crise des Gilets jaunes, parce que la consommation, aujourd'hui, est devenue centrale pour beaucoup de nos concitoyens comme élément de marqueur, si vous voulez, identitaire, ou statutaire, plus exactement qu'identitaire.
Si on cite encore une fois les grands auteurs, vous savez, il y avait Séguéla qui avait dit si à 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. Eh bien, je pense que beaucoup de gens qui étaient sur les ronds-points en novembre 2018 disaient s'il y a 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike ou du Nutella à tes enfants, alors tu es un cassos, hein, tu es un assisté, etc. Et donc, pouvoir acheter telle ou telle marque neuve, ça signe mon appartenance à la grande classe moyenne. Et beaucoup des gens qui nous avons interrogés à ce moment-là disaient je travaille, ma femme travaille, ou inversement. Et une fois qu'on a tout payé, il ne reste rien. Et donc, nous, on a rempli notre contrat vis-à-vis de la société. Comme disait Sarkozy, on est la France qui se lève tôt. Mais on n'arrive pas à accrocher les wagons. Puisque comme on est dans cette société de conso, il faut en permanence créer de nouveaux besoins, de nouveaux désirs pour que la machine tourne. Sauf que nous avons une machine qui aujourd'hui est grippée. Vous savez, si on utilisait la métaphore du cycliste, c'est comme il y a le Tour de France. Et puis chaque année, on fait augmenter la vitesse moyenne du tour. Pas de beaucoup, de quelques kilomètres/heure chaque année. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de plusieurs années ? Il y a une élite, les premiers de cordée, là, qui filent plus ou moins dopés, ils courent vite. Il y a une grosse partie du peloton qui tire la langue et qui arrive à suivre la cadence. Et puis il y a toute une partie du peloton qui décroche tout en continuant de pédaler et qui enrage de voir que bien malgré les efforts fournis, ils voient le reste du peloton s'échapper devant eux. Et pour moi, c'est le ressort fondamental de la crise des Gilets jaunes. Alors ça nous ramène à l'industrie. Et on a tout un chapitre sur le spectaculaire engouement et le succès commercial de la marque Dacia. C'est intéressant, Dacia, fabriqué en Roumanie, racheté par Renault. Et Renault se dit, bon, on a cette usine roumaine là, et on va développer un modèle robuste, rustique, à 5 ou 7 000 euros. Et ça va être le fer de lance de notre conquête des marchés émergents. Et donc ça marche bien. Ils en vendent plein en Pologne, en Roumanie, etc. Ils ambitionnent d'en vendre en Inde. Et puis en 2005, année du référendum, je ne sais pas si c'est lié, il y a des gens chez Renault qui disent mais si on le testait en France, ce modèle. Alors on ne le teste pas à Toulouse, au début, on le teste à Dunkerque. On dit peut-être là où il y a un marché. Bon. Et ça fait un carton. Aujourd'hui, Dacia avec tous ces modèles, la Logan de base, Sandero, le Duster. Duster, c'est le SUV du gilet jaune. Eh bien, c'est la 3e marque la plus vendue de voitures sur la clientèle particulière, c'est-à-dire hors flotte d'entreprise. Les slogans publicitaires sont hyper intéressants. Donc, ça fait 15 ans qu'ils sont sur le marché français. Donc, ils ont fait une pub pour célébrer leur anniversaire. Et le slogan, c'était « Ça fait 15 ans qu'on rend le prix du neuf accessible ». Donc on est bien dans ce marché secondaire, comme le hard discount, qui s'est adapté à ma deuxième partie de peloton en disant vous allez pouvoir avoir du neuf, tout ça, pas de problème, mais ce ne sera pas exactement le même que les autres. Bon. Et donc là, on revient. C'est Lidl, c'est Aldi. C'est Lidl, etc. etc. Hein, et toute une économie de la débrouille, le bon coin, etc., pour rester dans le game, comme on dit en bon français. Donc pourquoi je parle de l'industrie ? Parce que Renault, encore une fois, avec la citadelle ouvrière, a joué un rôle éminent dans l'arrimage à la classe moyenne de toute une partie des catégories populaires. Donc c'était le modèle Fordiste, en disant si on veut qu'ils achètent des voitures, qu'ils produisent, faut qu'on les paye correctement pour qu'ils puissent... Voilà. Et on a commencé à désindustrialiser. Renault, Régie Renault, a fait fabriquer ses modèles low cost en Roumanie, ramenés en France, adaptés au pouvoir d'achat de catégories qui ne travaillaient plus chez elles et qui n'avaient plus les salaires que garantissait le modèle Fordiste. Et donc c'est le serpent qui se mord la queue et on arrivait dans cette extrémité-là. Donc vous voyez, par la consommation, on arrive à raconter beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on a appelé la démoyennisation par le bas, en référence à un grand livre d'un sociologue, Henri Mandras, qui, la date est importante, publie un livre en 1988 qui s'appelle La Seconde Révolution française. Alors il fait comme nous, il regarde ce qui s'est passé avant. Et donc lui, il raconte les 30 Glorieuses
la crise de 73 et puis le début des années 80. Et il dit à juste titre, quand on prend un peu de recul, le mouvement général, la tectonique des plaques, c'est celle d'une moyennisation. C'est-à-dire, il y a ces catégories populaires qui raccrochent la classe moyenne avec le fordisme, avec l'urbanisation, le déclin de l'agriculture et des zones les plus reculées, etc., etc. Et donc, lui, il emploie, dans tout son livre, le terme de moyennisation. Et l'année où il publie son livre, c'est l'année où Aldi va ouvrir le premier magasin en France. Là encore, ils ne le mettent pas n'importe où, c'est dans le Nord. Et puis, c'est suivi l'année d'après en Moselle par Lidl. Et donc, se déploie le hard discount en France, qui pour nous est un des symptômes de cette économie secondaire, ce second marché, qui signe le début du processus de démoyennisation, comme le fait l'émergence de Dacia sur le secteur automobile. Tous ces phénomènes amènent aussi à de nouveaux visages au niveau des classes sociales et des couches sociales. Par exemple, vous montrez, notamment dans l'ouvrage, cette évolution orientée aujourd'hui vers le client. Je veux dire, les ouvriers de la logistique qui ont remplacé les ouvriers d'usine, le service à la personne, le travail des aides-soignantes notamment, le nettoyage et le gardiennage, tous ces nouveaux, je dirais, ces métiers, et qui ont transformé progressivement, je dirais, l'image du corps social, en quelque sorte. Alors tout à fait, voilà, les catégories populaires, les classes sociales n'ont pas disparu, mais elles ont changé de visage. Donc, c'est tout ce que vous racontez. Donc on a ce chapitre qui s'appelle des catégories populaires orientées clients, puisqu'on est dans une société de la consommation, du tourisme et des loisirs, où, comme on nous l'apprend, le client est roi. Mais si on est tous clients, on est tous rois, faut qu'il y ait une armada d'esclaves pour satisfaire les besoins des rois que nous sommes tous. Et donc, c'est les services à la personne. Donc, tout ça, c'est structuré de manière très capitalistique. Vous voyez, il y a un groupe qui s'appelle O2, service à la personne, donc aide aux devoirs, repassage, ménage, etc. O2, ils emploient 45 000 personnes en France aujourd'hui. Renault, on revient à eux, 45 000 salariés en France. Vous voyez le changement du centre de gravité sur les maillots sponsorisés des équipes de foot. C'est-à-dire qu'historiquement, c'était des groupes industriels qui sponsorisaient. Aujourd'hui, Uber Eats, O2, Deliveroo, etc. etc. Donc ces nouvelles classes sociales, elles sont orientées clients. Donc la nouvelle question sociale aujourd'hui, en gros, c'est qui sert qui ? Qui est au service de qui ? Et la pointe avancée de ce phénomène, c'est ce qu'on a appelé, la nouvelle classe ancillaire, les domestiques, maisons, etc., etc. Et deux, avec un terme un peu provocateur, le larbinat des applis, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est livraison à domicile. Parce qu'il y a le cariste, chauffeur routier qui va bahuter les choses de l'anthropologistique jusqu'à pas loin d'ici. Et puis après, il y a ce qu'on appelle chez ces professionnels la livraison du dernier kilomètre, soit en petite camionnette blanche banalisée pour pas qu'on les repère trop, soit en scooter ou en vélo maintenant, avec toutes les applis. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, notamment dans les jeunes générations, puisque il y a toute une partie des vieux surmois qui ont sauté. C'est-à-dire que historiquement, il y avait la France de droite catholique qui disait quand même faire se promener dans les petites rues de Toulouse, puis après grimper 5 étages, un type qui a à peu près le même âge que moi pour m'amener mon McDo chaud, il va gagner 1,50 €. Honnêtement, ça le fait pas, quoi. Bon, ça a sauté. Et puis quand on était de gauche, on disait quand même, l'exploitation, merde, ça se fait pas non plus. Bon, tout ça a complètement sauté. Et donc on a ce nouveau larbinat qui se développe à vitesse grand V, avec des opérateurs comme Amazon ou autres, qui sont pleinement connectés à ce qu'il y a dans le plus profond de nos cerveaux, en disant il faut amener tout, n'importe quand, n'importe où, à tout le monde. Et donc tout est possible. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a une publicité, alors peut-être qu'à Paris, parce qu'il y a énormément de grosses batailles aujourd'hui pour, personne ne gagne de l'argent encore, mais pour prendre les parts de marché sur la livraison à domicile. Donc, deux choses. La première, c'est beaucoup d'urbanistes avaient dit oui, faut qu'on réfléchisse à la ville du quart d'heure. Vous avez tout en quart d'heure. Mais on n'est même plus là maintenant. C'est la ville du quart d'heure, parce que c'est vous qui vous déplacez.
versus la livraison en 10 minutes. C'est-à-dire que vous avez appuyé, le truc vous arrive dans les 10 minutes. Ça change tout quand même, parce que c'est plus vous qui faites la démarche. Et à Paris, là, en ce moment, il y a une campagne d'affichage, je crois que c'est Charal ou autre. Donc il y a un beau burger qui est en train de griller. Et le slogan, c'est vous avez la flemme, on a la flamme. Hein, donc en gros, c'est plus la peine de vous bouger, on va tout vous amener. Bon. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce qu'avec les moyens qu'il y a derrière, et donc c'est des basculements anthropologiques, parce que les rapports entre les gens, parce qu'en plus, vous notez tout le monde à la fin. Hein. C'est-à-dire que tout le monde note tout le monde, comme le client est roi. Et donc ça crée un nouvel écosystème. Voilà. Donc syndicat là-dedans, ça n'existe pas, etc., etc. Et donc tout ça se développe à vitesse grand V. Donc il y a certes, sur les nouveaux visages des classes sociales, en haut de l'affiche, ce que Mandras appelait les noyaux innovateurs ou novateurs. À l'époque, lui parlait des professions du social, des universitaires, etc., etc. Aujourd'hui, c'est la Startup Nation hein, qui donne le là, qui a les codes, etc., etc. Mais il y a les gagnants, les perdants de la Startup Nation. Il y a ceux qui écrivent les lignes de code, ceux qui donnent des ordres, et puis ceux qui pédalent pour vous livrer en un temps record. Hein. Donc tout ça est en train aussi de reconfigurer nos classes sociales avec, et là on emprunte à Emmanuel Todd, un autre phénomène qui est lié à une des transformations les plus profondes, là aussi qui s'est passé sous nos yeux, et c'est tellement massif qu'on n'a pas forcément conscience, mais c'est la révolution éducative, avec, on revient au milieu des années 80, ça paraît dingue, mais c'est un tiers d'une classe d'âge qui va au bac. Fin des années 80, c'est un tiers d'une classe d'âge au bac. Aujourd'hui, on est à 80%. Et donc, à l'époque, un jeune qui n'avait pas le bac, c'était pas la honte, parce qu'il y avait 2 tiers qui ne l'avaient pas dans sa tranche d'âge. Bon. Et si certains comme moi, vous avez fait votre collège en périphérie, à la fin de la 3e, quand vous êtes parti au lycée de centre-ville, vous avez largué 2 tiers de votre classe qui ne vous a pas suivi, quoi. Donc c'était comme ça, ils allaient faire autre chose. Bon. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et donc, aujourd'hui, les catégories sociales, Emmanuel Todd appelle ça la nouvelle stratification éducative, elle se fait sur le niveau de diplôme. Et donc, en gros, l'accès à la classe moyenne, aujourd'hui, c'est Bac+2. Alors, moi je suis vieux maintenant, avec la réforme LMD, ça va bientôt être upgradé à Bac+3. Mais donc, le cœur de la classe moyenne, c'est les Bac+2, tous ces métiers de Bac+2. Alors, c'est intéressant de regarder, par exemple, les concours de la fonction publique. Ils sont sur niveau de diplôme. Et donc, Bac+2 ou pas Bac+2, etc., etc. Et donc, pour répondre à ça, eh bien, la France s'est couverte de départements d'IUT, de BTS. On a formé des comptables, des experts, des techniciens, très nombreuses professions. Je reviens un instant sur la fonction publique. Vous voyez qu'il y a des conflits récurrents, notamment dans le personnel pénitentiaire. Alors sur les conditions de travail, on comprend, mais ils demandent à être classés catégorie B, puisque donc ABC, et donc la classe moyenne dans le public, c'est B. Bon. Et ils disent, nous, on va être alignés sur les gardiens de la paix. Bon. Et donc ils se prennent un mur à chaque fois, c'est le cas de le dire, pour des gardiens de prison. Le ministère de tutelle leur dit hors de question, le concours de gardien de prison, c'est bac ou en dessous. Le concours de gardien de la paix, c'est bac ou c'est Bac+2. Et donc Bac+2, c'est B, et vous êtes C. Et donc aujourd'hui, la bataille, elle se fait là-dessus. Et puis, quand on arrive dans la très nombreuse classe moyenne, et puis pour accéder à la Champions League, maintenant c'est Bac+5. Mais dans le Bac+5, il y a une nouvelle guerre qui est redoutable, qui n'a pas encore été très fortement diagnostiquée par tout le monde. Vous savez qu'historiquement, pour être dans les bonnes classes, il fallait faire allemand première langue. Bon. Mais on se fichait de savoir si à la fin vous parleriez allemand, on n'avait rien à foutre. Ce qu'il fallait, c'était dans les classes d'allemand parce que c'était tête de classe. Bon. Aujourd'hui, il y a une énorme bataille sur la maîtrise de l'anglais. Énorme bataille. Dans le haut de la botte, là. Vous avez toutes les écoles d'ingénieurs
et les écoles de commerce, où il y a maintenant systématiquement l'année de césure, ou le semestre, où vous partez à l'étranger. Alors, vous ne faites pas que bosser quand vous allez là-bas, mais vous vous frottez à un vaste monde, et le but du jeu, c'est que vous maîtrisiez l'anglais. Il doit y avoir dans ces très volumineux rayonnages un livre d'un essayiste britannique qui s'appelle David Goodhart, qui a écrit un livre exceptionnel qui s'appelle Les deux clans. Donc David Goodhart, il vient plutôt du camp travailliste, et il a écrit ce livre après le vote du Brexit. Donc il a pris ça en pleine figure et s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il étudie la société britannique. Il dit voilà, elle se coupe en trois. Comme d'habitude, il y a un noyau central qui fait à peu près 35-40% de la population, qui est assez indifférencié. Et puis on a les deux ailes, et ce qu'il appelle d'un côté les somewhere et de l'autre les anywhere. Donc les anywhere, c'est ceux qui sont de partout, nulle part, qui sont, on va dire, élite mondialisée. Pas forcément très riches, mais un bon niveau de diplôme. Ils habitent dans les grandes métropoles et ils mangent un peu de tout. Ils sont attachés moyennement à leur pays et leur terrain de jeu, c'est le monde. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a les somewhere qui, eux, se baladent un peu moins partout et sont encore très attachés culturellement au territoire qui les a vus grandir, dans lequel ils vivent, dans lequel ils ont l'essentiel de leurs relations sociales. Ils sont mariés avec des gens du coin, ils ont toute leur famille qui est là. Et donc, c'est cette Angleterre des somewhere qui a fait la victoire du Brexit. Donc, on peut exactement transposer ça chez nous en France, sauf que Goodhart, il est anglais. Et donc, les somewhere britanniques, ils sont scotchés chez eux, là, dans le Yorkshire ou les Midlands. Ils ont un petit avantage sur nos somewhere à nous, du Lot, du Gers ou de l'Ariège, c'est qu'ils sont native English. Ils parlent. Ils ont dans leur bagage la langue anglaise qui est la langue mondialisée. Ce que les nôtres n'ont pas. Et à l'inverse, ou de la même manière, les anywhere français ont un désavantage par rapport à leurs homologues britanniques, c'est qu'ils ne parlent pas anglais quand ils sont nés. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des investissements massifs qui sont consentis par les familles pour faire acquérir ce capital linguistique à leurs enfants. Illustration de cela, aux dernières élections municipales à Paris, quand Benjamin Griveaux était encore en lice, avant quelques problèmes techniques, il fait comme proposition la mesure suivante: si je suis élu, à la fin de mon mandat, tous les petits Parisiens qui sortiront du collège seront fluent English. Et donc moi je regarde ça et je me dis, mais c'est la première fois que dans une campagne électorale, a fortiori municipale, on parle de ça. Alors il n'avait pas fait d'enquête de terrain avec les gens de l'IFOP et il n'avait pas besoin. Je pense qu'il était très en phase avec sa base électorale, pour qui c'est la nouvelle frontière de la lutte symbolique. Et donc ça va être beaucoup plus compliqué à gérer que les classes allemand première langue, parce que ça distord énormément les choses. Petite anecdote, quand François Hollande ou Nicolas Sarkozy ont été élus, il y en avait un qui était maire de Neuilly, donc même au fin fond du Comminges, on sait ce que c'est, Neuilly. Quand Hollande a été élu, il avait fait l'ENA, il était à la Cour des comptes, donc pareil, fin fond de l'Ariège, on sait ce que c'est. Et donc, la grande majorité de la population ne s'identifiait pas à ces personnes. Donc bon, ils sont pas de chez nous, quoi. Bon. Et puis, quand quelques semaines après leur élection respective, il y avait un G20, et que le soir, aux 20h à la télé, on les voyait annonner 2 phrases en anglais, il y avait un gigantesque ouf de soulagement partout en France en disant « Putain, ils sont aussi nuls qu'en anglais que nous, donc ils font partie de la famille, en fait. » Ils nous ressemblent. Ils nous ressemblent. Cette identification n'est plus possible avec Emmanuel Macron, qui se débrouille très bien en anglais. Et je pense que c'est un des éléments de la distance sociale très forte et du degré de haine qu'il suscite. C'est-à-dire, et donc on voit bien qu'on a changé de paradigme. C'était pas uniquement les grandes écoles, il était meilleur en maths que moi. Là, c'est une culture différente qu'on a ou qu'on n'a pas. D'ailleurs,
justement, vous faites une bonne transition avec, je dirais, les transformations culturelles aussi de ce que vous appelez la France d'après. Si on prend uniquement le chapitre qui est très intéressant, si on prend les têtes de chapitre, je veux dire, elles parlent d'elles-mêmes. Vous dites d'une part, le catholicisme, ça marche plus, ou épisodiquement. Que reste-t-il? Alors on est à Toulouse, pays le stade toulousain. Il y a des amateurs dans la salle, j'en connais, j'ai des noms. Mais que reste-t-il des accents? Vous travaillez sur ces questions-là. Et que reste-t-il en fait des couches culturelles régionales aujourd'hui, dans cette période? Vous évoquez aussi les couches yankees. Ça m'a rappelé le Country Festival de Mirande, effectivement. Qui est cité. Effectivement. Et puis, une globalisation qui s'accélère. Je faisais état tout à l'heure de l'évolution culinaire, effectivement, que l'on connaît. Et puis, ce que vous appelez, vous, le patchwork spirituel français. Voilà, alors, vaste programme. Dans les grandes mutations, donc on a évoqué le basculement du modèle économique. Deuxième grande transformation, le phénomène de démoyennisation. Donc j'en ai surtout parlé de ce qui s'était passé en bas, mais il y a aussi le haut qui s'est décroché avec la premiumisation, etc., etc. Et puis, un troisième registre de mutation très profonde, c'est l'extraordinaire accélération de la globalisation au cours de ces décennies. Et en gros, de l'ouverture ou de l'exposition de notre société aux influences des grands vents de la mondialisation. Et donc, en termes de métaphore un peu pédagogique, on s'est dit, pour essayer de illustrer tout ça, on pourrait utiliser l'image, vous savez, de la coupe géologique avec les différentes strates qui se sont sédimentées. En disant, voilà, si on découpe comme ça la société sur le plan culturel, qu'est-ce qu'on trouve? Donc la roche-mère, à la base, c'est quand même le catholicisme, mais qui, comme toute roche-mère, n'affleure plus que très épisodiquement. Et donc elle est en voie d'élitement ou d'effacement très, très prononcé. Alors là encore, on va dire, bon, il est gentil, on n'a pas attendu pour parler de déchristianisation, mais quand vous penchez sur les chiffres, vous voyez le caractère très saisissant des phénomènes. Je vous donne juste quelques éléments. En 1960, donc on est à la veille de Vatican II, quand l'IFOP, une vieille maison, interroge les Français, à 35% qui disent aller à la messe tous les dimanches. C'est un peu moins chez vous, parce que mangez déjà un peu de curé. Aujourd'hui, quand on interroge les Français, c'est 4%. Donc on est passé de 35 à 4 en 50 ans. On sort du 1er novembre. Là aussi, vous voyez comment les choses ont très fortement et rapidement évolué. En 1963, la même Église, dans le sillage de Vatican II, autorise la crémation. Donc, bon, maintenant, vous avez le droit. Bon, mais c'est pas parce que c'est autorisé qu'on va le faire. Et jusqu'en 1980, on est encore à 1% des décédés qui sont incinérés. On dit crématisés, ça marche mieux. Les dernières statistiques disponibles, c'est 40% de la population. Donc, en 1980 et aujourd'hui, c'est passé de 1 à 40. Donc, c'était un truc marginal pour libres penseurs, francs-maçons, bon, truc très particulier. Aujourd'hui, c'est massif. Et on parlait des zones commerciales de périphérie tout à l'heure. Derrière le Buffalo Grill et le Noroto, vous avez le crématorium. Ça fait pas. Il y en a 200 en France, il y en avait 7 en 1980. On peut faire ses courses et aller au crématorium. Alors, voilà. C'est pas se tromper de sens. Et donc, le législateur s'est adapté à tout ça. Il y a une loi qui est passée en 2008 sur les pratiques funéraires. Et donc, on dit, maintenant, on va encadrer, parce que c'est une pratique de masse, les pratiques de crémation. Donc, vous n'avez plus le droit de ramener les cendres chez vous. Si vous les dispersez, c'est pas n'importe où. Au bord de la mer, c'est à tel métrage des côtes. Si vous le faites un plongeur va les déposer au fond de l'eau, il faut que ce soit à minimum à tel... Bon. Donc, tout ça est codifié parce que c'est devenu une pratique de masse. Donc, ce catholicisme, il n'est pas en très très grande forme. Et
de la même manière que je parlais tout à l'heure des 75% de moins de 35 ans qui ont accompli le pèlerinage de Disney, quand on interroge chez même moins de 35 ans, il y en a 90% qui ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte aujourd'hui. Donc c'est pas uniquement le taux de remplissage des églises, c'est le référentiel chrétien a été bazardé complètement, il n'affleure plus. Au-dessus de cette première couche, qui se porte pas très bien, du coup, il y a encore une survivance plus ou moins épaisse, selon les régions, de ce qu'on appelle les couches régionales. Et donc, on les a diagnostiquées notamment avec la pratique de l'accent. On demande aux gens, est-ce que vous diriez que vous avez un accent ? Et alors, ici à Toulouse et tout autour, vous êtes encore dans les régions où il y a une proportion importante de personnes qui revendiquent un accent, ce qui ne laisse pas de surprendre, puisque vous êtes quand même une métropole où ça brasse énormément en termes d'afflux de population, mais il y a une résistance qui est très forte. Et donc pour ceux qui s'intéressent, vous verrez dans le livre qu'on a la carte des accents qui se superpose assez bien avec la carte de l'Ovalie, hein, et en général, quand on... Je ne sais pas pourquoi, mais donc voilà, il y a ces survivances. Mais... pourquoi ces cultures régionales donc, ont été pour beaucoup arasées ? Vous savez qu'on parle, certains parlent aujourd'hui beaucoup du grand remplacement, d'autres du grand réchauffement, donc c'est les deux grandes menaces. Nous, il y a un troisième grand, c'est le grand déménagement. Et donc on a regardé comment les Français avaient, en 50 ou 60 ans, quitté leur terroir natal pour aller s'installer un peu partout. Donc il y a un fichier de l'INSEE qui est pas très joyeux, qui recense tous les décès qui sont intervenus en France depuis 1970. Et à chaque fois, vous avez la commune de naissance et la commune de décès. Et donc on peut faire, par exemple, la distance moyenne berceau-tombeau, et on regarde comment ça a évolué en 40 ou 50 ans. Ça gagne 1 kilomètre par an en moyenne. Et donc vous avez toute une partie de la France, les grandes villes, tous les axes de circulation, donc vallée du Rhône, vallée de la Garonne ici, toute une France où aujourd'hui les décédés sont majoritairement non originaires du département où ils décèdent. On a parlé de la côte basque tout à l'heure, etc., etc. Et donc là aussi, dans certains endroits, vous avez des cultures régionales qui sont inclusives et qui, si je puis dire, c'est à la mode, se transmettent aux nouveaux arrivants, d'autres beaucoup moins. Vous avez parlé tout à l'heure de Lucien Febvre. Donc on a trouvé un texte magistral de Febvre qui date des années 60 mais qui remonte à la période de juste avant la Deuxième Guerre. Febvre était parti, comme beaucoup dans l'école des Annales, il s'intéressait à la vie quotidienne des gens, ce qui est très bien. Il disait, en fait, les humains, et les Français notamment, ils ne sont pas réfractaires à goûter de nouveaux aliments, des nouveaux légumes, des nouveaux animaux. Bon. Mais par contre, ils ont une fâcheuse tendance à les cuisiner de la même manière que de la manière dont ils cuisinent tout le reste habituellement. Et donc, assez logiquement, si on veut identifier les cultures régionales, il faut s'intéresser à ce qu'on met au fond de la gamelle, les graisses de cuisson. Et donc, il lance tous ses enquêteurs en France pour avoir le cadastre lipidique de la France. Et donc, on a la France du beurre, Bretagne, Nord. On est dans les années 30, une société encore très rurale. Number one, ça, on a changé de braquet, c'est le Saint-Doux quand même, donc ça a été... le docteur a dit que c'était pas bien. Et puis, donc dans certains départements du sud-ouest, il y a quelques autres graisses animales, de canard ou autres. Et puis, il y a le grand classique, l'huile d'olive. Donc c'est la France du beurre, la France de l'huile. À chaque fois, on oublie la France du Saint-Doux qui était majoritaire. Et l'huile d'olive, c'était tout le littoral méditerranéen. C'était là où ça poussait, en gros. Et ça remontait la vallée du Rhône, quand même. On voit les axes de circulation. Elle progresse. Voilà. Et en hommage à Lucien Febvre, et non sponsorisé par le Sieur, l'IFOP a réinterrogé les Français cette année, ou là, il y a 1 an, sur qu'est-ce qu'ils mettent au fond de la gamelle pour faire chauffer. Et donc, bon, il n'y a plus de Saint-Doux, ça c'est clair. Et vous voyez que l'huile d'olive a colonisé complètement le territoire et elle a largement franchi la Loire. Hein, donc, en Loire-Atlantique, par exemple, avec la grosse agglomération nantaise, ça bagarre entre le beurre et l'huile. On peut faire les deux. Et donc, vous voyez que tout ça bouge. Alors, il y a la remontée vers le nord, puis il y a aussi la descente vers le sud.
La bataille entre frangipane et galette des rois. Oui. Ah, voilà. Ouais. Alors, je vous ai pas fait chocolatine, mais Et bon, puis voilà. on a fait, voilà. Et donc, vous voyez que ça résiste Le pays plus de ou moins, mais choco, que la frangipane descend aussi. Et donc, on a tout ce brassage. Donc, il y a à la fois des endroits où ça résiste et d'autres, ça marche moins. Donc, la couche régionale. Au-dessus de ça, si on est dans la métaphore culinaire, là, dans le pudding ou le millefeuille, il y a une énorme couche qu'on a appelée la couche Yankee, résultante de l'américanisation hyper accélérée que notre pays a connue. Là aussi, avant qu'on soit né, il y a eu les GIs à la Libération, les westerns dans les années 50, le rock'n'roll. Donc, l'américanisation, c'est une vieille histoire. Sauf que depuis les années 80, on a changé de braquet. Ça passe notamment par tout ce qui est l'influence du cinéma américain. Et c'est pas un hasard si vous savez qu'au moment du plan Marshall, la contrepartie que les Américains avaient exigée à l'aide, c'était un quota de films américains sur les écrans français. Et il y avait une bataille entre De Gaulle, gouvernement de l'époque, et les communistes, qui étaient très influents dans le domaine du cinéma et de la culture, en disant hors de question que les Yankees viennent nous polluer la tête, parce que les communistes, ils avaient de la suite dans les idées, ils n'avaient pas tort avec ce truc. Bon, eh bien, vous regardez sur Internet, il y a des sites qui sont très bien faits, qui recensent tous les films qui font plus d'1 million d'entrées en France chaque année. Et on a regardé, et en 1986, les films américains à plus d'1 million d'entrées sont devenus majoritaires. Et on n'a jamais repris le lead, en fait. Donc, ça a bombardé très fortement. Si on reste dans l'univers culturel, 92, on en a parlé tout à l'heure, Disney, énorme machine. Et sur le plan alimentaire, Coca-Cola fonctionnait avec 2 ou 3 usines en France dans les années 60-70. Et à partir des années 80, on construit 2 autres usines. Je me demande s'il n'y en a pas une dans l'agglomération toulousaine, je crois. Et on a également le cas emblématique, je l'ai entendu, de McDo. Donc McDo, en 1985, c'est 100 restaurants en France. Donc en gros, un par département. Ils sont à 1500 aujourd'hui. Donc vous voyez la puissance. Et on a d'autres phénomènes. Vous parliez de Mirande tout à l'heure. On a tout un chapitre sur la danse country, la culture country, qui a colonisé toute une partie de la France périphérique, avec des clubs, etc. etc. Et donc le modèle américain est tellement puissant qu'en fait il a vendu ou il a proposé des variantes à chacune des îles de l'archipel français. C'est-à-dire pour la France périphérique, il y a la country, pour les banlieues, il y a le rap, pour les élites des métropoles, il y a la Startup Nation, le Starbucks Coffee, etc. Pour les biarros, il y a la Californie. New York Times a fait un truc sur la californisation de Biarritz, etc., etc. Et quand vous regardez chaque univers professionnel a comme maître étalon son homologue américain. Tous les journalistes français, ils veulent faire leur Watergate, en fait. Les flics français, ils courent le footing avec un t-shirt NYPD. Les pompiers, ils disent... Putain, les pompiers de New York, ils ont des bons engins, quand même. Nos routiers, c'est les trucks. Nos agriculteurs, c'est les chemises à carreaux, etc., etc. Donc, il y a un imaginaire américain qui s'est implanté de manière très forte. Mais la mondialisation s'étant accélérée, cette couche Yankee a vu se superposer d'autres couches. Toute une couche qu'on a appelée la couche nippone, qui s'est énormément diffusée. Donc, vous avez parlé des sushis tout à l'heure, mais ça commence dans les années 80 avec les dessins animés. Et puis après, il y a les mangas. Hein, donc, je parlais avec la directrice de cette vénérable maison qui me disait que voilà, le manga représentait une part importante du chiffre d'affaires. Vous savez, quand en sortie de Covid, le gouvernement a octroyé aux jeunes un pass culture, dans le milieu de l'édition et des libraires, on a appelé ça le pass manga, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés acheter pour 300 € de manga. Vous avez, en région parisienne, à côté de Paris, à Villepinte, le parc des expositions. Gigantesque truc. Chaque année, il y a le Japan Expo. Japan Expo, donc, comme son nom l'indique, c'est une semaine dédiée à la culture nippone. Donc, les vêtements, l'architecture, l'alimentation, les sports de combat, les nouvelles technologies, les mangas, etc., etc. Le Japan Expo, aujourd'hui, en France, c'est le 3e salon le plus visité en France, après le salon de l'agriculture et le mondial de l'auto. Donc tous les ans, vous avez
les marronniers sur la ferme France, les oies du Sud-Ouest qui montent à Paris, les candidats à la présidentielle qui caressent les fesses des vaches ou des taureaux, etc. etc. Bon. Donc tout ça, c'est vrai, mais il y a énormément de monde qui va quelques semaines plus tard au Japan Expo. Hein, donc il y a cette couche japonaise qui s'est développée. Le soleil se levant à l'est, maintenant il y a une couche coréenne qui est en gestation, hein, qui est en train d'arriver. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Il y a aussi une couche qu'on a appelée la couche orientale, qui est davantage liée à la présence d'une population issue de l'immigration. Donc, si on reste sur l'alimentaire, le kebab, le halal, vous voyez que encore une fois, on revient sur la grande distribution. Là aussi, il y a les marronniers habituels. Il y a les cartables, les fournitures scolaires en septembre, fin août maintenant, pour bien mettre le moral aux enfants. Vous avez en octobre les foires au vin. Vous avez les chocolats à Pâques et les cadeaux pour Noël. Et puis maintenant, vous avez aussi les produits halal, période de Ramadan. Hein, il y a des offres commerciales très fortes. Donc le kebab, le halal, les bars à chicha, énormément. Professeur Raoult, à un moment, a dit il y a une reprise épidémique à Marseille. Il s'est dit en fait, j'avais sous-estimé la diffusion de la chicha dans les jeunes générations, ils se refilent le truc, donc c'est peut-être pour ça que mes calculs sont erronés, donc je lui laisse la responsabilité, mais on voit que la chicha est très forte. Et tout ça, en fait, c'est superposé, mais c'est aussi considérablement hybridé. Et donc, en hommage à Roland Barthes et ses fameuses mythologies, parce qu'une des mythologies contemporaines, au sens de Barthes, aujourd'hui, c'est le French tacos. French tacos. Donc, le French tacos, il a une histoire. Donc, bien sûr, l'influence, c'est le Mexique, mais c'est une influence très, très lointaine. Donc, au Mexique, c'est une galette de maïs, hein, pour les puristes. En France, c'est une galette de blé. Et donc, il y a, comme toute mythologie maintenant, il y a débat sur le foyer initial ou historique. Donc, il y a des derbies au rugby, mais il y a aussi sur le tacos, il se tire la bourre entre Grenoble et Lyon. En tout cas, ce qu'on sait, c'est quand c'est en banlieue d'une de ces deux villes, que des restaurateurs issus de l'immigration maghrébine ont revisité le tacos à leur sauce, si je puis dire. Et donc, une sauce maghrébine avec plusieurs viandes. Et comme on est en France, il y a la sauce fromagère dessus. Et donc, maintenant, ça s'appelle le French tacos. French tacos, c'est un produit complètement plébiscité dans les jeunes générations. Il a été, contrairement au kebab, standardisé dans une chaîne qui s'appelle Otacos. Il y a 400 Otacos en France. Et c'est aussi un produit d'exportation. Hein, maintenant, il y a des filiales de Otacos à l'étranger. Et si vous regardez votre télévision de temps en temps, il y a une célèbre marque agroalimentaire qui s'appelle Old El Paso, qui fait gamme de produits mexicains. Ils ont lancé le French Tacos. Donc, un truc mexicain reprend un truc français. Donc voilà. Et donc là, vous avez le symbole assez abouti de ce phénomène qu'on appelle l'hybridation et qu'on constate aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire que la matrice catholique s'est effondrée. Il y a un grand vide spirituel, donc il y a des nouveaux concurrents qui ont pris des parts de marché. Donc on a parlé de l'islam tout à l'heure. Il y a un courant évangélique assez puissant qui se développe. Et puis on a aussi tout un mix spirituel avec développement personnel, le bouddhisme, le yoga qui est une pratique d'entretien sportif, mais aussi il y a une dimension spirituelle. Donc l'IFOP a sondé, il y a 1 Français sur 5, plus des dames, qui pratiquent le yoga. On a l'essor, alors c'est résiduel, enfin c'est pas massif encore, mais de courants néo-chamaniques. Hein, et donc il y a un film qui a fait pas mal d'entrées avec une actrice très en vogue. Et puis plus récemment, on a vu aussi, notamment dans les jeunes générations, le retour de flammes ou de fortune de tous les courants ésotériques, mêlant aussi des choses sur la sorcellerie. Et donc il y a la figure iconique de la sorcière. C'est à la fois dans les milieux écoféministes, hein, c'est Mona Chollet, figure de lutte contre le patriarcat. Et puis c'est aussi la pop culture made in Hollywood. Et donc dans ce grand mix, grand bric-à-brac spirituel, chacun se fait
Vous savez, comme chez McDo, venez comme vous êtes et prenez ce que vous voulez. Donc chacun se fait son propre tacos spirituel. Blague à part, vous voyez que tout ça a des implications, puisque dans le cadre de la primaire écologiste, Sandrine Rousseau, qui a quand même fait 49% des voix à la primaire, elle déclare dans Charlie Hebdo, moi à tout prendre, je préfère une femme qui jette des sorts à un homme qui construit un EPR. Donc vous voyez que l'imaginaire de la sorcellerie se diffuse, pas forcément là où on l'aurait attendu. Et donc voilà, donc ça peut paraître un peu déroutant, mais c'est juste la France d'après, celle que vous avez sous vos yeux, et celle de laquelle on est en train de vivre tous collectivement. On va peut-être prendre quelques questions, sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il suffit, si je puis dire, de lever la main et je passerai le micro. Alors, la France d'après, oui. Je vais commencer par madame et ensuite vous. Merci beaucoup de Merci à vous. cet exposé très intéressant. Je suppose que vous êtes basé, comme toujours, sur les sondages. Que pensez-vous de la mise en doute des sondages à l'heure actuelle ? Alors vous faites référence peut-être à un grand papier du Monde de ce matin. Alors, je ne vais pas botter en touche, vous verrez dans ce livre qu'on s'est appuyé à la fois sur des sondages, mais aussi sur beaucoup d'autres sources statistiques, des données de marché, des études sociologiques et autres, justement pour diversifier les approches, hybrider les approches pour ne pas être uniquement dépendant d'une source d'information. Le papier de ce matin dans Le Monde porte sur les sondages qui sont dominants aujourd'hui en France, ce sont ceux qui sont faits par Internet. Et donc, nous aussi, on est confrontés à des logiques de marché, d'abaissement des coûts de réalisation et de production. Et donc, on a recours à cette méthodologie qui peut, bien évidemment, être questionnée. Alors, le principal reproche qu'effectue le journaliste, je vais dire le reproche nouveau, parce que le fait de dire les gens ne disent pas forcément la vérité, etc., c'est aussi vieux que les sondages. Là, le reproche dit, moi je me suis inscrit sous des fausses identités, j'avais 10 comptes, et j'ai répondu en 3 semaines à des centaines de sondages. Bon. Alors, il peut le faire, mais il a la chance d'être journaliste au Monde, d'être bien payé, et d'avoir le temps de faire tout ça. Nous, on part du principe que les gens peuvent être, ceux qui sont dans ces fameuses bases peuvent être sollicités, mais que c'est comme quand nous travaillions face à face ou au téléphone, on tombe plus souvent sur des gens qui n'ont pas le temps que sur des gens qui ont que ça à faire et d'enquiller 10 ou 15 sondages dans la journée. Voilà, donc ça peut exister, cette espèce de passagers clandestins, ou des gens qui diraient, voilà, on va faire rentrer tous nos militants dans les bases pour influencer le jugement, mais honnêtement, le papier est très bien fait, il a mené une enquête poussée qui nous interroge et qui nous pousse aussi à réfléchir sur nos méthodes, mais je pense que c'est des comportements qui sont ultra minoritaires. Et ces mêmes sondages faits par Internet, en tout cas ceux de l'IFOP, ont montré par exemple, sur les grandes élections, les régionales, c'est plus compliqué, ce que rappelle l'auteur du Monde, parce qu'on a des difficultés à évaluer l'intensité de la participation. Les gens qui nous disent je vais aller voter, on leur pose 3-4 questions, puis après on leur dit vous êtes sûr que vous allez y aller? Ils nous disent oui, bon. Et finalement ils y vont pas. Mais sur des scrutins qui sont encore assez mobilisateurs comme la présidentielle, je vous renvoie sur le site de l'IFOP, les dernières enquêtes publiées au moment de la présidentielle, alors qu'on a 4 candidats qui sont dans un mouchoir, donnaient des résultats qui étaient tout à fait probants. Donc on ne nie pas le fait qu'il peut y avoir des passagers clandestins, mais tout ça est à la marge. Et donc, quand on est dans des échantillons de 1000, 2000, 3000 personnes, ça concerne des gens qui ne donnent pas sincèrement ce qu'ils pensent ou qui sont là sciemment pour bidonner les trucs. Honnêtement, il faudra qu'ils soient très nombreux et je pense que beaucoup de gens ont autre chose à faire dans une société qui offre plein de divertissements et d'occupations à faire ça. Mais bien évidemment, tout le monde à l'IFOP a regardé ce papier ce matin. Et donc, on regarde aussi comment on peut améliorer un certain nombre de pratiques en termes de recueil de l'information. Sachant que
ce que dit le papier aussi, il n'y a pas de méthode idéale. C'est-à-dire que typiquement, quand on était en face à face ou au téléphone, il y avait des biais parce que certaines opinions n'étaient pas bonnes à dire. Et par exemple, historiquement, on avait les plus grandes peines du monde à évaluer le vote Front National parce que les gens ne nous disaient pas qu'ils allaient voter pour le Front National. Depuis qu'on est passé online, on a la vérité des prix. Alors il y a certains chercheurs qui disent oui, ça surpondère les opinions extrêmes. Non, ça les met au poids où ils sont. Vous voyez, Zemmour, il va vendre plus de bouquins que moi. Et donc il y a quand même, quand il était sur CNews, il a passé l'audience de 170 000 à 900 000 personnes. Donc ça, c'est pas les sondages. C'est qu'il y a une réalité dans une partie de la population. Malheureusement, on va prendre une dernière question parce que sinon... Merci beaucoup, bravo pour cet exposé formidable. Le senior que je suis note qu'il y a un chapitre que vous n'avez pas abordé, qui est celui de la numérisation de la société française. Comme beaucoup de gens, j'ai des difficultés parfois devant des propositions de produits, de services, à avoir ne serait-ce qu'un humain au téléphone. On nous demande de taper 3, de taper 4, on nous renvoie vers des questions préprogrammées, mais parfois on a beaucoup de difficultés pour obtenir quelqu'un qui, pas forcément parce qu'on est idiot, mais on a besoin quand même d'un contact. Or, c'est très, très, très difficile à trouver au bout de 4 pages, quelque part en bas. La numérisation, c'est bien pour beaucoup de choses, mais apparemment, le contact humain est refusé par beaucoup de sociétés, que ce soit la SNCF ou un fournisseur comme Amazon. Alors, moi, je ne défends pas ces opérateurs. Et donc, on a parlé de la Startup Nation, on a parlé de la livraison, de la logistique et autres. Le fait que vous ayez du mal à trouver quelqu'un, c'est délibéré, pas dans le sens qu'on veut éviter le contact, c'est juste que ça évite de payer des gens, je pense. Voilà. Et donc, il y a effectivement on parlait de la fracture culturelle avec l'anglais, il y a aussi une fracture numérique qui existe. Manifestement, alors que là, si c'est pour prendre un billet de train, c'est pas encore très très grave, mais vous voyez qu'aujourd'hui, pour payer vos impôts, pour faire toute une série de démarches de la vie quotidienne, regardez avec Doctolib pour le Covid et autres, on était donc voilà. Et donc il y a cette voilà. Mais c'est aussi une des métamorphoses. Vous avez raison. Et encore une fois, c'est sous nos yeux, c'est-à-dire tellement évident. On dit bon, on le vit avec tous les jours, mais quand on se replonge dedans, c'est assez sidérant. Bien, nous allons être obligés d'en rester là. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci. Le livre de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveaux modes de vie, est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée jeudi 4 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.